Les Mugiwara sont les figures principales et emblématiques de l'œuvre. Nous passons le plus clair de notre temps à suivre leurs aventures et leurs histoires. Pourtant, nous ne savons presque rien d'eux. Leurs origines sont mystérieuses, leurs pouvoirs le sont tout autant, et pour certains, le futur est difficilement imaginable. Alors, bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra de découvrir le rôle d'Usopp sur Elbaf en tant que gardien des savoirs d'Ohara, d'apprendre les mystérieuses origines de Nami qu'Oda aurait dû dévoiler dans le film Strong World qui était totalement différent à la base, et par-dessus tout, comment le fruit du démon de Brook pourrait cacher un secret depuis sa toute première introduction en n'étant pas simplement le fruit de la résurrection mais bien le fruit faisant du Soul King, le roi du royaume des morts. Découvrez avec moi ces nouvelles théories que je vous gardais précieusement au chaud depuis plusieurs mois. Si vous désirez soutenir ma chaîne, c'est très simple puisque je ne vous demande que de liker cette vidéo et à vous abonner, presque la moitié d'entre vous ne le sont toujours pas. C'est la meilleure récompense que vous pouvez m'offrir, merci à tous. Cette vidéo va comporter un court placement de produit, la théorie commence juste après, alors je vous dis à tout de suite les bros. Vous le connaissez sans doute, mais si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi vous présenter War Thunder qui est un jeu multijoueur épique et gratuit disponible sur PC, Xbox et PlayStation. Amoureux de simulation de combat, War Thunder vous plonge dans des batailles navales, terrestres mais aussi aériennes plus réalistes que jamais dans des véhicules militaires authentiques. Oui, vous pouvez bien piloter des navires de guerre, ça choque personne. De plus, personnalisez vos machines pour briller sur le champ de bataille. Regardez-moi ce magnifique AH-1S Kisarazu avec son skin. Vous êtes pas kawaii peut-être? Vous aspirez pas la terreur là? Et les petits oreillers d'Akimakura là, vous croyez pas qu'ils vont effrayer vos ennemis? Ah bah oui les gars, c'est plus redoutable que n'importe quel tank ou hélicoptère. D'ailleurs, la nouvelle mise à jour, la Royale, a été publiée et la France est à l'honneur. Toute une flotte française est apparue avec bien d'autres nouveautés. Bon, et sinon globalement, les graphismes sont toujours aussi fous, surtout pour un jeu gratuit. La variété des véhicules offre un large choix de styles de combat. Pas moins de 10 nations sont représentées et les cartes sont tout autant nombreuses puisque les pays du monde entier sont présents. Juste ça. Alors si vous êtes intéressé, si vous désirez télécharger le jeu gratuitement et commencer dès maintenant à combattre, alors vous pouvez utiliser le lien dans la description pour obtenir plusieurs bonus dont un oreiller d'Akimakura. Ah, vous en avez de la chance hein. Je vous remercie et je remercie War Thunder pour la sponsor. Usopp est un Mugiwara particulièrement controversé, que ce soit de par sa puissance qui reste questionnable ou son utilité un peu trop aléatoire au sein de l'équipage. Je dois avouer, et ce sans le détester, que ce n'est pas le personnage qui me transcende le plus dans One Piece. Et pourtant, je suis intimement convaincu que son rôle à la fin de One Piece sera absolument légendaire, qu'il deviendra une figure inoubliable de cette œuvre. Les raisons sont très nombreuses, mais je dois avouer qu'un élément en particulier m'a conforté dans cette idée, un élément ou devrais-je dire une théorie. Usopp deviendrait le nouveau gardien d'Elbaf à la fin de One Piece, mais également le gardien des savoirs antiques de la bibliothèque d'Ohara, faisant de lui l'homme qui veillera sur la véritable histoire du monde et du siècle oublié. Si les quelques phrases présentant ma théorie vous ont déjà séduite, alors laissez-moi vous l'expliquer dans son intégralité, car rares sont les hypothèses aussi belles, poétiques et cohérentes avec l'histoire d'un personnage. Cette histoire puise ses origines de l'introduction d'Usopp. Lorsque nous l'avons découvert pour la première fois, Usopp s'est démarqué par le côté humain qui le caractérise tant aujourd'hui, une facette de sa personnalité le rendant bien moins monstrueux que tous les autres Mugiwara au pouvoir et à la puissance phénoménale. Mais pas seulement, c'est son étonnant amour pour les fables et les histoires imaginaires qui a fait de lui un personnage si attachant. Usopp ne se sentait pas capable de vivre des aventures épiques, alors il préférait se les inventer. C'est cette habitude qui l'a en partie poussé à mentir si souvent. Des mensonges qui transportent un véritable message, car comme vous devez le savoir, Usopp a cette drôle de capacité de prédire certains événements qui se réaliseront bel et bien à travers ses fabulations. Pourtant, et c'est là toute l'ironie de la chose, si quasiment toutes les théories sur Usopp se concentrent sur ses mensonges et comment ils pourraient se réaliser, ça ne sera pas le cas de celle-ci. En effet, et au-delà de ces canulars, je veux bien que vous gardiez en tête l'importance des contes et des fables dans l'écriture de ce personnage, car c'est ce qui sera déterminant dans la compréhension et la cohérence de cette théorie. L'autre aspect hyper important de la personnalité d'Usopp lui vient non pas de son introduction, mais de sa rencontre avec Dory et Brogy, des géants d'Elbaf vivant reclus sur Lilol Garden. C'est en découvrant leur culture que notre cher Mugiwara tombera dans une profonde admiration pour ce peuple de guerriers fiers et puissants. En fait, Elbaf est devenu l'un des rares lieux de One Piece que l'on assimile autant à un personnage que Usopp, au point où on s'est tous un petit peu persuadé que la découverte de cette île à travers les Mugiwara se fera plus particulièrement à travers
travers ce dernier. Au-delà de Laftel, la dernière île sur laquelle est censé se trouver le One Piece et donc par extension représenterait la destination finale de l'équipage, Elbaf semble représenter le lieu ultime pour Usopp, le lieu où il concrétisera son rêve qui est de vivre comme un brave guerrier des mers. Nous avons donc tous cette intime certitude que l'arc d'Elbaf coïncidera aussi avec le plus grand développement qu'Usopp pourra avoir, tant cela fait des années qu'il attend, et nous aussi, d'atteindre cette île. Si je vous disais que depuis quelques temps, précisément depuis le chapitre 1066 de One Piece, le rôle d'Usopp sur cette île nous a vraiment été révélé, que nous savons enfin comment il va devenir un véritable guerrier des mers, le guerrier qu'il a toujours rêvé d'être. Si nous revenons dans ce fameux chapitre 1066, nous découvrons que Agwardi Soro, présumé mort dans le Buster Call d'Ohara, a en réalité survécu. Plus encore, il a sauvé une majeure partie des ouvrages antiques de cette bibliothèque légendaire qu'il a transporté avec l'aide d'autres géants sur leur île natale, Elbaf. La terre des géants est donc devenue, et sans que personne ne le sache, la nouvelle Ohara, le lieu où survivra la véritable histoire que les scientifiques de Clover et Clover lui-même ont mis des années à déchiffrer. Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si Oda a introduit Soro sur Ohara, s'il a fait en sorte qu'un géant d'Elbaf soit celui qui sauvera les livres de la destruction pour les garder sur son île. Ce n'est pas un hasard car tout est fait pour que Usopp devienne celui qui protégera Elbaf dans le futur. Il protégera l'île des géants mais aussi la véritable histoire, et j'ai toutes les preuves pour vous convaincre. Le rapport d'Usopp avec les livres, les contes et les histoires est bien trop prononcé depuis son introduction, tout simplement car il est le fabuliste de l'équipage et même de l'œuvre tout entière. Il est celui qui aime transmettre, faire voyager et faire rire à travers les légendes et aventures qu'il raconte. Usopp est également le seul personnage avec Sabo à vouloir écrire un livre. C'est ce qu'il dit aux Tontatta sur Dressrosa lorsqu'il les abandonna lâchement, qu'il écrira un livre sur leur histoire pour les générations futures. Pas seulement aux yeux des Tontatta, Usopp était le descendant de Mont Blanc Norland, le légendaire explorateur qui est justement venu en aide au peuple des fées, et je vous rappelle que Norland est lui aussi à l'origine d'un livre sans doute le plus connu du monde de One Piece, bien qu'il ne l'ait pas écrit de lui-même, sur l'histoire du plus grand menteur du monde. Sacrée coïncidence avec Usopp. Pour l'instant, Oda n'a pas romanisé l'écriture d'Elbaf dans le manga ou ailleurs, rendant difficilement vérifiable l'argument que je vais vous donner, mais dans la version officielle anglaise, l'orthographe d'Elbaf transforme le nom de l'île en fable une fois lu à l'envers. Encore une fois, le lien avec Usopp, le fabuliste de l'œuvre, est évident et ne fait que prononcer l'importance qu'il aura sur cette île. Alors, en ayant pris en compte tous ces éléments, êtes-vous sûr que ce n'est qu'un pur hasard qu'aujourd'hui Elbaf comporte absolument toutes les histoires du monde de One Piece? Que l'île des géants à laquelle est enrôlié Usopp devienne aussi l'île des mythes et des fables du monde oublié dans le temps? Voici en quoi cette théorie, bien que très simple, est sans aucun doute l'une des plus pertinentes que je pourrais vous proposer dans cette vidéo ou même sur ma chaîne, car le rôle qu'Elbaf tient actuellement de nouvelles bibliothèques des œuvres perdues du monde aurait été prévu depuis sa toute première mention. Depuis le jour même où Usopp a décidé de se rendre sur cette île, Elbaf était alors destiné à devenir le temple des fables. Usopp quant à lui deviendra le gardien de cette bibliothèque mais aussi le dieu de cette île. Il protégera toutes les histoires du monde, évitant ainsi qu'une tragédie comme Ohara se reproduise. Il créera une véritable légende autour de lui-même. Personne ne voudra attaquer le dieu des géants et son équipage de guerriers. Pourtant, Usopp restera toujours présent et disponible pour raconter à qui le veut l'entendre les fabuleuses histoires du monde dans lequel ils vivent. Plus encore, il pourra à la fin de One Piece raconter sa propre histoire, celle qu'il a vécue avec l'équipage des Mugiwara et de sa fabuleuse épopée jusqu'à Laftel, l'île du conte du rire. Il y a des Mugiwara dont je parle très peu en général, tout simplement car j'ai moins de choses à dire sur eux, moins d'inspiration, moins d'intérêt, en bref, j'ai rien de captivant à vous proposer sur eux. C'était le cas pour Nami, jusqu'à très récemment. Alors pour le coup, je ne sais pas si on peut qualifier la partie qui va suivre comme une théorie. Ce qui est certain cependant, c'est que très peu d'entre vous connaîtront l'histoire que je vais vous raconter, moi-même je ne l'ai découvert qu'il y a un mois ou deux. Pour cause, elle n'est disponible qu'au Japon, oui. En effet, on parle là des origines de Nami, les origines inconnues d'une des premières Mugiwara, et devinez quoi, c'est Oda en personne qui en parle. Alors n'attendons plus et découvrez avec moi une histoire majeure de One Piece que vous ne connaissez sans doute pas.
Pour contextualiser ma découverte, il faut savoir que je n'ai strictement rien fait, et c'est pour ça que je vais donner en entier crédit 2 comptes Twitter, Sandaman AP et Nami Origins. Tout commence par ce tweet de Sandman AP, citant une interview d'Eiichiro Oda datant de 2016. J'avais conçu l'intrigue initiale du film Strong World pour creuser le secret de la naissance de Nami. L'équipe du film a été choquée de lire le contenu. L'histoire devenue alors un petit peu trop touchante, je l'ai révisée pour qu'elle soit plus excitante pour le jeune public. Moi, n'ayant jamais su qu'Oda avait comme idée d'exploiter le sujet de la naissance de Nami dans Strong World, qui est effectivement beaucoup orienté sur elle et ses compétences météorologiques, je décide de lire les commentaires de ce tweet, à la recherche de sources ou d'autres anecdotes du genre, jusqu'à ce que je tombe sur un lien vers un thread créé par le compte Nami Origins. Je vous propose alors de synthétiser une partie des informations intéressantes de ce thread, que je vous laisse de toute façon en lien dans la description, et on fera un petit point juste après. Tout commence avec ce texte. Pour vous le traduire et vous le résumer, il est indiqué que dans l'artbook de Strong World, des notes personnelles d'Eiichiro Oda apparaissent dévoilant les premiers scripts et la première histoire écrite pour le film originalement nommé Crystal Voyage, et qui deviendra par la suite Strong World après une refonte du script. Ce scénario plongeait les Mugiwara et Shiki dans un combat pour quelque chose appelé les cristaux des 4 villes. Sans préciser davantage de quoi il s'agit, le directeur de Strong World explique que dans un premier script du film, Oda en personne avait décidé d'y révéler le secret de la naissance de Nami. Il était question de se plonger dans le passé de Nami avant que Belle-Mère ne la retrouve au royaume Oikot. Un passé apparemment choquant pour le directeur du film et pour Koda lui-même décide de se rétracter en disant que c'était trop émotionnel et sérieux pour les enfants qui souhaiteraient regarder le film. Confia également qu'il était peut-être un peu trop tôt pour aborder un sujet aussi important que les secrets d'un des principaux personnages de One Piece. Voilà, donc vous ne rêvez pas, Strong World aurait dû à l'origine contenir les origines de Nami. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. Toujours dans l'artbook de Strong World, exclusivement disponible au Japon, il est expliqué que la mission des Mugiwara était de trouver ces 4 cristaux. Une fois réunis, ils auraient la capacité de créer une arme surpuissante pouvant contrôler le climat. Mais pour ce faire, les cristaux doivent être réunis dans un endroit que vous connaissez très bien et que Nami connaît davantage aussi puisqu'il s'agit de Weatheria. Quand les 4 cristaux seront réunis sur Weatheria, le système sera complet et son pouvoir sera apparemment terrifiant, un pouvoir que Shiki espérait d'ailleurs posséder. Concernant ce personnage, Shiki, qui est particulièrement important puisqu'il fait quand même partie des Rocks, un équipage légendaire et canon de l'histoire de One Piece, Oda explique dans une autre interview, quasiment introuvable encore, qu'il souhaitait à l'origine introduire Shiki dans la discussion entre Shanks et Barbe Blanche. Il ne l'a pas fait de peur que les lecteurs se sentent perdus d'entendre un nouveau nom qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant dans une conversation pareille, mais il explique aussi avec du recul avoir regretté et aurait aimé introduire Shiki dès maintenant. Donc, pour résumer grossièrement les infos que nous venons d'avoir, Strong World est à l'origine un film centré sur des cristaux capables de déclencher le pouvoir d'une arme antique, ou du moins relativement similaire à l'image qu'on se fait d'une arme antique. Nami avait assez d'importance dans ce scénario pour que sa propre histoire soit dévoilée, une histoire que l'on ne connaît d'ailleurs toujours pas 13 ans après la sortie du film. Et tout concerne Shiki, un membre des Rocks, dont l'histoire, elle, est par contre devenue canon dans l'œuvre. Je trouve ça absolument fou et je suis à la fois dégoûté, encore une fois, nous pauvres francophones, pourtant principaux consommateurs de One Piece après le Japon, ne pouvons profiter des incroyables informations dans les interviews, artbooks et certains databooks à cause de la barrière de la langue. Alors va-t-il réintégrer le concept des 4 cristaux du scénario original de Strong World? L'a-t-il déjà fait à travers les Road Poneglyph? Son passé est-il mêlé à l'un des membres des Rocks, comme ce fut le cas avec Shiki? Je vous laisse le soin de me donner votre avis, votre ressenti ou même vos théories à ce sujet en commentaire de la vidéo. Passons à la dernière théorie. Tenez-vous bien. La récente révélation de Luffy ne possédant en réalité pas le Gomu Gomu no Mi mais le Ito Ito no Mi modèle Nika a poussé la communauté dans une forme de paranoïa concernant les fruits du démon. Et si depuis tout ce temps, certains fruits du démon ne sont pas véritablement ceux que l'on croit? Après tout, si c'est arrivé pour le Gomu Gomu no Mi au moins une fois, pourquoi pas pour d'autres fruits? Le meilleur exemple, Barbe Noire et son Yami Yami no Mi. S'il possède toutes les caractéristiques du parfait Logia démoniaque, un élément très important change toute notre perception autour de ce fruit
fruit du démon. Contrairement à tous les logas, le Yami Yami no Mi est le seul à être tangible. Concrètement, la principale particularité faisant d'un loga un loga n'est pas présente dans le fruit de Teach. Nous sommes donc parfaitement en droit de nous demander si, tout comme le Ito Ito no Mi modèle Nika, le Yami Yami no Mi ne cacherait pas sa véritable identité, ce qui ne serait pas si étonnant venant d'un fruit du démon si puissant. En partant de ce postulat, c'est un nouveau monde des théories qui s'ouvre à nous en faisant toutefois attention de ne pas tomber dans le piège de remettre en cause tous les fruits du démon du manga, évidemment. Si pour le coup je reste assez prudent, je soupçonne quand même un autre fruit que celui de Barbe Noire de dissimuler sa véritable identité. Ce fruit du démon se trouve justement chez les Mugiwara et il s'agit ni plus ni moins que du Yomi no Mi de Brook. Ce fruit du démon fait preuve de la plus simple utilisation qu'il nous ait été donné de voir. En tant que fruit de la résurrection, il permet à son utilisateur de revenir à la vie après la mort. Sur papier, c'est censé s'arrêter là, sauf que la vérité en est tout autre. Brook n'a pas fait que revenir grâce à son fruit du démon. Il a également développé plusieurs pouvoirs comme matérialiser davantage son âme, créer des illusions et surtout invoquer de la glace dans ses attaques. Est-ce vraiment normal ou logique que le fruit de la résurrection puisse permettre tant de choses aussi éloigné de son rôle original? Je n'en suis pas si sûr et c'est pourquoi je pense que la véritable identité du Yomi Yomi no Mi a un lien avec l'enfer lui-même, faisant de Brook le véritable roi des enfers. Désormais, laissez-moi vous expliquer l'intégralité de cette théorie qui va possiblement changer votre façon de voir l'un des Mugiwara. Si Brook n'avait rien d'un démon à l'origine et qu'il était, au contraire, tout ce qu'on peut imaginer d'un homme bon, charitable et sensible, Oda a fait de sa vie d'après un véritable enfer. Alors, non, il ne souffre pas, il est toujours autant heureux et croque la vie à pleines dents. Pourtant, absolument tout de ce personnage le ramène à incarner l'image d'un être démoniaque et de surcroît d'un dieu infernal. Et quand je dis tout, je parle de son fruit du démon, le Yomi Yomi no Mi. Il est certes traduit en fruit de la résurrection en français. Pourtant, le mot Yomi en japonais cache un sens totalement différent puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le nom du royaume des enfers dans la mythologie shintoïste. Et gardez-le bien en tête car nous allons beaucoup revenir dessus dans la suite de cette théorie. Genre vraiment beaucoup. Bien que l'on puisse penser que le thème de la résurrection va de pair avec le monde des morts, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, au Yomi plus particulièrement, il n'est pas question de réincarnation ou même d'âme. C'est seulement là-bas où errent les corps des défunts, comme de véritables coquilles vides, dénuées d'âme et à l'apparence monstrueuse. Cela peut déjà nous faire penser à l'apparence de Brook, qui n'est aujourd'hui qu'un squelette animé comme une marionnette finalement par l'âme de ce dernier. En effet, quoi de mieux qu'un squelette pour représenter la mort et l'enfer? Je ne suis pas le seul à y trouver une certaine cohérence, puisque les satanistes d'une tribu de l'île Namakura ont vu en lui la manifestation de Satan, entité majeure des enfers dans la croyance chrétienne. Pire encore, c'est carrément la mort en personne que Brook incarne dans ce fameux color spread, ayant teasé la mort de Ace et la réaction de Luffy quelques dizaines de chapitres avant le drame. On pourrait s'arrêter ici et se cantonner à la représentation funeste de ce personnage, pourtant là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on analyse ses pouvoirs. Après 2 années d'entraînement, Brook, comme tous les autres Mugiwara, revient avec de toutes nouvelles compétences, une maîtrise accrue de son art et de son fruit du démon. Si avant cela le rapport avec la mort et les enfers était absolument inexistant dans le panel de techniques de Brook, cela a beaucoup changé après l'ellipse. Tout débute dans son combat face à Zeo sur l'île des hommes poissons. C'est en effet dans ce combat que Brook va lui-même avouer, à demi-mot, que son fruit du démon est bien différent qu'il n'osait l'imaginer. Pour cause, il révèle avoir finalement découvert les véritables pouvoirs du Yomi Yomi no Mi. Il explique que son âme ne s'est pas rendue au pays des morts, que pour exister, elle émet une énergie semblable à de la matière, qu'il peut toucher les âmes des autres personnages grâce à sa musique et leur montrer des illusions. Puis, ultimement, qu'il peut désormais invoquer le froid des enfers. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'éloigne de plus en plus du simple pouvoir de résurrection initialement introduit à travers le Yomi Yomi no Mi, et plus nous avançons dans l'histoire, plus Brook se relie davantage aux enfers. J'aimerais revenir sur les dires de Brook autour des pouvoirs qu'il a éveillés pendant ces 2 années d'entraînement. Tout d'abord, j'ai checké pas loin de 4 ou 5 traductions différentes pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Et j'ai remarqué qu'en japonais, les kanji du Yomi dont je parlais plus tôt avaient été mentionnés 2 fois par Brook. La première pour expliquer que
son âme aurait dû voyager dans le royaume des morts, chose que son fruit du démon a semble-t-il empêché. Et la deuxième, lorsqu'il explique d'où provient la glace qu'il a invoquée et qui viendrait en l'occurrence, et une fois encore, du royaume des morts, le Yomi. Et même pour tout vous dire, il en fait une troisième référence, seulement 3 chapitres plus tard, avec un haïku, un court poème japonais où il mentionne à nouveau le Yomi et le froid du royaume des morts. On le savait, mais on en a encore la confirmation, l'enfer japonais détient une grande place dans les pouvoirs de Brook. Ensuite, Brook explique pouvoir créer des illusions dans l'esprit des gens, ce qui est effectivement le cas avec sa technique party music. Encore une fois, j'ai du mal à croire que la manipulation mentale et la création d'illusions est un pouvoir provenant naturellement et uniquement du simple fruit de la résurrection. Parlons de la glace, et là ça devient encore plus intéressant puisque d'après lui, Brook utilise cet élément directement du royaume des morts. Si nous avons généralement l'image des enfers brûlants et ardents que notre culture nous inculque, il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Le Yomi par exemple n'est pas désigné comme un lieu brûlant et enflammé, au contraire il est situé dans les souterrains du monde et ce royaume a davantage de chances d'être gelé, expliquant d'où Brook tire son pouvoir. Une autre possibilité, peut-être encore plus cohérente, est que Brook puise son pouvoir du Naraka bouddhiste. Il s'agit simplement de l'enfer bouddhique et qui est divisé en 2 mondes, le Naraka gelé et le Naraka brûlant. Dans le Naraka gelé, où sont envoyées les âmes qui doivent être punies, on y retrouve 8 autres enfers dont la torture n'est liée qu'au froid. Alors je vous laisse à l'écran un florilège des atrocités qui attendaient les pires criminels. Tout comme les illusions, la glace ne peut être invoquée uniquement grâce au Yomi Yomi no Mi. Quelque chose se cache dans les pouvoirs de Brook, j'en suis persuadé. J'ai encore plusieurs arguments pour vous convaincre, et toujours en parlant de fruits du démon, nous allons parler hiérarchie de ces derniers. Même au sein de ces pouvoirs, un véritable rapport de force s'établit lorsque 2 opposants possédant un fruit du démon similaire s'affrontent. Si les exemples sont clairs bien que peu nombreux, nous avons beaucoup de chance puisque lors de son affrontement contre Big Mom, Brook a démontré la supériorité de son simple fruit face au pouvoir d'une impératrice. Son haki n'était peut-être pas à la hauteur, son fruit du démon lui représente la plus grande menace que le Soru Soru no Mi de Big Mom ait eu à affronter. Et je trouve ça assez exceptionnel qu'un des Mugiwara ait un fruit du démon potentiellement supérieur à celui d'un empereur. Ça ne fait qu'accentuer le caractère unique du Yomi Yomi no Mi. Bon, alors depuis tout à l'heure, je vous laisse sous-entendre que Brook, au-delà d'être le Soul King, le roi des âmes, serait surtout le roi de Yomi no Kuni, le royaume des morts, et que ce sont les pouvoirs cachés de son fruit du démon qui pourraient lui accorder un tel titre. Sauf qu'un élément doit vous triturer l'esprit, car si Brook est bien le roi des enfers, qu'en est-il de Zoro, récemment autoproclamé seigneur des enfers? Ne risque-t-il pas d'y avoir doublon ou même conflit? Cet événement ayant eu lieu au sommet de l'arc d'Onigashima, mêlant la défaite de Queen, King, Big Mom et surtout l'apparition du Gear 5, il est normal que l'on ne se soit pas trop penché sur le sujet. Pourtant, la révélation de Zoro en tant que seigneur des enfers pourrait contre toute attente encore plus confirmer le lien de Brook avec le monde des morts. Tout part de Enma, la célèbre et majestueuse lame de Kozuki Oden. Ce katana a un caractère des plus uniques, capable de drainer le haki de son utilisateur. Il serait également en partie responsable de l'éveil du haki des rois de Zoro. La personnalité de cette lame peut prendre le dessus à tout moment, ne faisant aucun doute qu'un esprit, qu'une volonté l'habite. Pour cause, Enma n'est pas un nom vraiment choisi au hasard par Oda, puisqu'il s'agit du dieu des enfers lui-même, plus précisément le dieu des enfers bouddhiques, oui, les mêmes enfers nommés Naraka que je vous citais précédemment, auxquels Zoro a par ailleurs déjà fait référence dans des attaques lui aussi par le passé. Ce qui est particulièrement intéressant avec Enma, c'est que cette lame nous révèle que le dieu et juge des enfers du même nom existe dans One Piece, car au chapitre 1033, son origine est expliquée par Kozaburo, son créateur, qui explique avoir simplement attribué le nom du roi des enfers à son plus grand chef-d'œuvre. Les enfers existent donc bel et bien dans le monde de One Piece, et ils sont gouvernés par ce fameux Enma. Mais alors quel est le lien avec Brook ? Eh bien, il se fait à travers 3 éléments. Premièrement, l'aura qu'émane le Enma est similaire à l'aura de Brook, que ce soit dans les coloris officiels ou même dans l'anime. L'éveil des pouvoirs du katana de Enma a transformé le haki de Zoro en aura verte et brumeuse, très différente de la représentation habituelle du haki de l'armement. Pourtant, c'est exactement la même consistance et couleur que l'aura de Brook, confirmant davantage son lien avec les âmes et les enfers. Deuxièmement, l'une des réactions les plus étranges qu'aura eu la lame d'Enma a été de réagir au son du
shamisen d'Iori. Il est souvent accordé que les rois des enfers aient un lien étroit avec la musique, un point qui se retrouve d'ailleurs chez Brook, lui-même musicien, et qui utilise son art pour faire vibrer les âmes de ses victimes. Troisièmement et dernièrement, la faucheuse. Après son combat contre King, Zoro, dans un état pitoyable, fait une funeste rencontre avec ce qui semble être la faucheuse. Si cette scène est emplie de mystères, puisque nous ne savons toujours pas réellement ce qui s'est passé et d'où venait cette entité, mon idée est que ce soit la représentation physique du véritable Enma, le roi des enfers. Car c'est après s'en être autoproclamé le seigneur que Zoro a dû faire face à la mort. Et on ne peut le nier, celui qu'on nommera la faucheuse partage une ressemblance très prononcé avec Brook. En prenant en compte tous les autres éléments que j'ai pu vous citer jusqu'à présent, Brook est effectivement le personnage retranscrivant à la perfection l'image du roi des morts et des enfers dans One Piece. C'est pourquoi je doute que le Yomi no Mi ne soit que le fruit de la résurrection. Il posséderait carrément le fruit des enfers. Son vrai fruit du démon est dissimulé et ça explique pourquoi il peut utiliser des techniques si spéciales. Cela explique son apparence diabolique, ses pouvoirs venant des profondeurs des enfers, son surnom de Soul King, le roi des âmes, qui est aussi un des surnoms du roi des enfers. Tous ces éléments font de Brook un véritable démon. Et ses futurs pouvoirs seront peut-être davantage axés sur ce thème. Va-t-il pouvoir récupérer et contrôler les âmes en empêchant quelqu'un de mourir ou même de contrôler la réapparition des fruits du démon? Va-t-il pouvoir, tout comme Enma, la lame de Zoro, drainer le haki de ses ennemis? Une chose est certaine, Oda a véritablement le désir d'associer Brook au royaume des enfers, à un tel point que le nom de son fruit du démon lui-même cache cette double signification. Alors comment le roi des âmes va-t-il continuer d'évoluer dans One Piece? Quel sera son véritable pouvoir une fois que le Yomi no Mi sera éveillé? Gardez bien les yeux sur lui, car Brook peut nous dévoiler une toute nouvelle facette inattendue de son pouvoir, mais aussi de son histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu les bros, je me suis pas mal emporté, surtout sur la partie de Brook, ça fait depuis janvier que je l'ai en tête et je trouverais vraiment que ce format de vidéo était parfait pour l'intégrer. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner pour le soutien, merci beaucoup. Si ça vous intéresse, on reparlera de cette vidéo ce soir en live sur ma chaîne Twitch à 20 h, alors n'oubliez pas de nous rejoindre. Je vous souhaite un bon dimanche les bros, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.